Strasbourg, 1971. Imaginez un braquage si parfait, si audacieux, que la seule trace laissée par les voleurs fut un simple emballage de bonbons. C'est l'histoire vraie du casse du siècle, un exploit qui a non seulement marqué les annales du crime, mais qui a aussi profondément humilié les forces de l'ordre françaises de l'époque. Comment une bande de malfrats a-t-elle pu réaliser un vol aussi spectaculaire et s'évaporer dans la nature avec plus d'1 milliard d'anciens francs? Installez-vous bien, car aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des affaires criminelles les plus fascinantes de France, l'histoire du gang des Lyonnais. Nous sommes le 30 juin 1971. Il est précisément 9h05 du matin. L'hôtel des Postes de Strasbourg, un bâtiment imposant et habituellement sécurisé, est le théâtre d'une scène digne d'un film. Un groupe d'hommes, vêtus de blouses de travail ordinaires, pénètre dans l'établissement avec une aisance déconcertante. Ils n'ont pas l'air menaçants, ils ressemblent à des ouvriers venus pour une intervention de routine. Mais en moins de 5 minutes, le plan se déroule à une vitesse fulgurante. Sans un seul coup de feu, sans violence, sans même un cri, ils s'emparent d'une somme colossale, 1 milliard d'anciens francs, soit l'équivalent de près de 12 millions d'euros aujourd'hui. C'est un record absolu pour un braquage en France à cette époque. Puis, aussi calmement qu'ils sont entrés, ils repartent. La cavale qui suit est une véritable démonstration de sang-froid et de préparation méticuleuse, tandis que la police, enfin alertée, déploie un dispositif massif, bouclant les axes principaux et les frontières. Les braqueurs, eux, ne paniquent pas. Ils conduisent leur fourgon en respectant scrupuleusement le code de la route. Ils s'arrêtent au feu rouge, ils cèdent le passage. Puis, au lieu d'emprunter les autoroutes surveillées, ils bifurquent vers les petites routes de campagne, un réseau qu'ils connaissent par cœur. Ils changent de véhicule à plusieurs reprises, grâce à des voitures relais préparées à l'avance, et finissent par se disperser, se fondant littéralement dans le paysage. Quand les enquêteurs arrivent sur les lieux du braquage, c'est la stupéfaction. Le chaos attendu n'est pas là. La scène est propre, presque intacte. Ils cherchent des indices, mais ne trouvent rien. Pas d'empreinte digitale, pas de douille, pas d'outils abandonnés. Les quelques témoins sont confus, incapables de fournir une description précise des malfaiteurs. La police est face à un mur. C'est un crime parfait, un véritable affront à leur autorité. Le seul et unique indice, presque ironique, est découvert par un serrurier appelé sur place. Coincé dans le mécanisme d'une serrure, il trouve un petit papier de bonbons, une friandise de la marque Créma, un indice dérisoire, qui en dit long sur le calme et l'assurance des voleurs. Mais alors, qui sont ces fantômes? La presse s'enflamme et les surnomme rapidement le gang des Lyonnais. Ce n'est pas un groupe d'amateurs, mais une équipe de professionnels chevronnés du grand banditisme, une véritable fraternité du crime. À leur tête, on trouve un trio redoutable. Le chef opérationnel, c'est Johanny Chavel, surnommé Le Gros, pour sa carrure imposante. C'est un homme d'action charismatique mais aussi impulsif. Le cerveau, l'architecte du plan, c'est Pierre Pourrat, alias le docteur, un homme intelligent, méticuleux, qui ne laisse rien au hasard. Et puis il y a le noyau dur, le cœur du gang, incarné par Edmond Vidal, plus connu sous le nom de Momon. Issu de la communauté des gens du voyage, Momon a grandi dans la misère à Dessines, près de Lyon, et a juré de ne plus jamais la connaître. Avec d'autres figures comme Nicolas Nico le Grec ou Jean-Pierre le joueur Christo, ils forment une équipe soudée par des années de délits commis ensemble. Leur secret ne réside pas dans la violence, mais dans une préparation quasi militaire. Pour le casse de Strasbourg, ils n'ont pas improvisé. Pendant plus d'1 an, ils ont planifié chaque détail. Ils ont effectué d'innombrables repérages, chronométrant les trajets, étudiant les habitudes du personnel de la poste, cartographiant chaque route de fuite potentielle. Leur audace est allée jusqu'à s'infiltrer de nuit dans l'hôtel des Postes plusieurs semaines avant le braquage, pour examiner les lieux et même modifier une serrure afin de faciliter leur entrée le jour J. Leur philosophie était simple: jouer sur l'effet de surprise et la rapidité d'exécution pour éviter toute confrontation violente. Ils ne voulaient pas faire de victimes, ils voulaient juste l'argent. Le butin est si énorme que les journaux de l'époque ne parlent que de ça. Le casse du siècle devient une légende. L'argent, lui, prend des chemins inattendus.
Une partie est réinvestie dans d'autres activités criminelles, mais une part significative, près de la moitié du magot, aurait servi à financer le service d'action civique, le SAC, un parti politique gaulliste, en échange de la protection d'un parrain influent de Lyon, Jean Auger. Le crime et la politique se mêlent alors dans une danse dangereuse, illustrant la puissance et les connexions du gang. Cependant, comme dans toute grande tragédie, l'apogée précède la chute. L'argent et la pression commencent à créer des fissures au sein du groupe. Johanny Chavel, le chef, devient de plus en plus paranoïaque et instable. Il se sent menacé, voit des traîtres partout, et son comportement erratique met en péril la sécurité de tout le gang. La fin de cette époque dorée du banditisme est proche. Après des années de traque acharnée, la police, qui n'a jamais abandonné l'affaire, finit par remonter leurs pistes. En 1974, les arrestations s'enchaînent. Momone, Pourra, Christo, tous les membres clés du gang tombent les uns après les autres. C'est la fin du gang des Lyonnais, et avec eux la fin d'une certaine image romantique du crime.